Je vais inviter nos rapporteurs d'hier. Je vois Florent Gimbis, Alia Abbas, Maïmouna Lo et qui d'autre? Je pense Noël. Venez, les quatre mousquetaires. Vous allez nous dire ce qui s'est passé hier lors des workshops. Chacun aura 3 minutes pour nous dire ce qu'il faut retenir et ce qu'on doit retenir et qui doit être versé au niveau de la déclaration d'Abidjan. Et ensuite, la salle va réagir, commenter, compléter ou donner des avis. Noël, Alia, le Camer, Florent Gimbis et Maïmouna. Elle est où Maïmouna Lo? Elle est là? Elle arrive. Alia aussi. Donc nous avons cette séance qui va nous permettre tous d'être dans le bain de ce qui s'est passé hier parce que lors des workshops, on n'a pas le don d'ubiquité, on ne peut pas être partout à la fois. Certains étaient ici, d'autres étaient dans l'autre salle. Mais de façon collective, nous allons recevoir le fruit des discussions, des échanges et des travaux. Ensuite, on aura 2 ateliers parallèles. Il reste les 2 dames, Alia et Maïmouna. Allez, on commence avec notre cher Noël. Vous présentez, vous dites d'où vous venez, et puis ensuite l'atelier. Bonjour, je suis Noël Tadegnon, africain d'origine togolaise, et je suis chargé de vous parler un peu, de restituer un peu ce qui a été dit lors de l'atelier sur le rôle et la complémentarité des blogueurs et des journalistes dans la lutte contre la désinformation. J'ai essayé de résumer ce qui a été dit en 2 tableaux, les défis et les opportunités. Donc, à chaque défi, j'ai essayé de voir dans les discussions ce qui est ressorti en termes d'opportunités. Par exemple, disons, il n'y a pas d'ordre, hein, je l'ai fait dans le désordre, absence de formation, que ce soit au niveau des blogueurs, qu'au niveau des journalistes. En termes d'opportunités, il y a nécessité de formation sur l'usage des technologies de l'information et de la communication, des réseaux sociaux en particulier, et la vérification des faits, le fact-checking. On a noté une certaine méfiance entre blogueurs et journalistes, et donc en termes d'opportunités, il faudra combattre cette méfiance à travers des cadres permanents de collaboration entre les deux, les journalistes et les blogueurs. On a noté également l'absence de dialogue, et il faudra mettre en place un cadre de dialogue permanent entre journalistes et blogueurs. On a noté une absence de complémentarité entre journalistes et blogueurs, et il faudra, en termes d'opportunités, collaborer, se compléter. En termes de défis, toujours, on a la perte de prestige, de crédibilité des journalistes, et donc aussi la non-crédibilité des blogueurs. Et pour les... Ok, doucement pour les traducteurs. Alors, pour les opportunités à ce niveau, il faudra tout mettre en œuvre pour redevenir crédible à travers plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. Défi, taux de pénétration croissante d'Internet. Opportunité, penser donc à la maturité numérique. On continue toujours avec les défis et les opportunités. Alors, démocratisation des moyens de production et de diffusion de l'information. Opportunité à ce niveau, il faudra peut-être penser à une enquête sur l'audience des médias et s'adapter et se former. OK? Défi également, on a la désinformation qui constitue aujourd'hui un grand défi. Et pour les opportunités, il faudra donc l'éducation aux médias et à l'information et aussi la vérification des faits. Avant-dernier point, l'autoritarisme digital. Et il faudra penser à une consommation modérée du contenu numérique et penser à la régulation. Enfin, le problème de financement, que ce soit pour les blogueurs et les journalistes, il faut essayer d'imaginer des modèles de financement
pour les blogueurs et pour les journalistes. Voilà un peu les deux tableaux que j'ai essayé de ressortir à l'issue de la discussion qui a eu lieu hier dans cette salle et qui a porté sur le rôle et la complémentarité des blogueurs et des journalistes dans la lutte contre la désinformation. Merci. Est-ce qu'il y a des commentaires dans la salle, des inputs? Ça vous convient tous? Ok. Gimbis? Comment? Gimbis? J'ai un micro. Syriac n'est pas là, Pape Gana aussi. Ah, Pape Gana est là. Ok, il faut nous réveiller tout à l'heure. Malmo, un, dos, tres. Parce que ça dort encore. Malmo, viens. Dis-le en créole. Vocês estão a dormir? Vous êtes en train de dormir? Bonne dormir. Vous savez, en Guinée-Bissau, nous parlons français, nous parlons anglais, nous parlons espagnol, nous parlons russe, nous parlons chinois, tout. Nous parlons toutes les langues. Donc, vous voulez vous réveiller? On travaille? On se lève. On se lève. En créole, on dit bolanda. En allemand, on dit leveren zibité. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Get up, guys, get up, guys. Aïcha est trop bien habillée. Depuis le premier jour. Moi, je suis dépassé. Les Sénégalaises, à chaque fois que vous les croisez, elles sont tout le temps bien habillées. Je suis venu avec une. Elle s'appelle Salimata. Elle est bien habillée aussi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'aime plus le dos parce que je suis dos reis, qui veut dire deux rois. Donc je représente deux rois ici. Dos reis. Vous voulez en faire quelle langue? En français? Parce qu'il y a plus de français ici. On va faire en espagnol à cause de Carlos. Ok. Ou on fait un Wolof? Fais un Wolof. Mais aujourd'hui, on va à 5, hein, pour que les gens puissent se réveiller vraiment. Ok. Et pour votre information, aujourd'hui, il y a un concert. On y va ou pas? Je sais même pas, hein, je sais juste qu'il y a un concert de... Fidèle, tu me dis c'est qui? Magic System. Ok, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. On y va à 5 pour que les gens puissent se réveiller. Yeah? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 1, 1, 1. Maintenant, on fait 2 beaucoup plus fast, les gars. Il faut que vous vous réveillez. Je veux vous entendre. Hein? Je veux vous entendre. On commence? Fast. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Rapide. Vite, pour que vous. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Maïmouna, Alia, elles ne sont pas encore là. OK. Comme vous êtes réveillés maintenant, est-ce qu'il y a des commentaires? OK. Gimbis. Bonjour, je suis Florian Gimbis, je viens du Cameroun. L'atelier 2, dont je suis le rapporteur, portait sur la protection juridique des acteurs de l'information en ligne. Alors, dans un premier temps, il a été question de faire un état des lieux. État des lieux en matière de l'art, c'est-à-dire en matière de cadre législatif. Et en fonction des panélistes, les deux panélistes ont fait un état des lieux concernant leurs pays respectifs. Il s'agissait en l'occurrence de la République centrafricaine et de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire a été présentée justement ou non comme pionnier en matière de cadre législatif en termes de protection des acteurs ça s'appelle comment déjà là, de médias en ligne, la Centrafrique, quant à elle, a été présentée, là encore je dis injustement ou non, comme une espèce de no man's land en la matière, avec certes des jalons qui ont été posés par le gouvernement, mais qui dans les faits ne sont pas plus développés que ça. En second point, il y a eu la discussion qui est maintenant récurrente pour ceux qui participent à ce genre d'exercice sur la mise en regard entre blogueurs et journalistes, c'est-à-dire le cadre définitionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un blogueur, qu'est-ce que c'est qu'un journaliste, etc. Comme d'habitude, ça a accouché d'une souris parce que personne n'a pu se mettre d'accord là-dessus. Mais le bon côté de cette discussion a été, là je parle déjà de recommandations, la définition d'un glossaire, parce qu'il a été démontré que les lois qui sont appliquées maintenant pour réguler cette activité ne prennent pas en compte une certaine nomenclature. C'est des nomenclatures nouvelles qui sont celles qui définissent, je peux appeler ça les nouveaux métiers ou alors les nouveaux statuts des acteurs de l'information en ligne, blogueurs, lanceurs d'alerte et tout ce qui va avec. Donc il a été proposé de revoir la nomenclature, de se mettre à niveau en fait au niveau du cadre législatif en définissant une nomenclature claire de qui est qui fait quoi exactement. Par exemple, le mot blogueur qui a connu une espèce de glissement sémantique aujourd'hui représente à la fois ceux qui produisent, enfin ceux qui ont des blogs, ceux qui produisent sur des microblogs, à l'exemple de Facebook, Twitter, etc. Donc il a été proposé, je crois que ça venait du Mali, une espèce de galisation de la nomenclature pour pouvoir se retrouver au milieu de toutes ces nouvelles appellations. En deuxième proposition, il a été question de parler des lois existantes. On a parlé par exemple de la loi au Sénégal avec cette loi qui ne parle pas spécifiquement de blogueurs, qui ne parle pas spécifiquement de blogueurs ou alors d'acteurs de l'information en ligne, mais qui parle tout simplement de diffuseurs pour catégoriser et cataloguer tous ceux qui produisent du contenu et le mettent en ligne. Ce qui est bien avec cet atelier, c'est qu'il a permis de voir qu'en fait, il y a des choses qui sont faites et que c'est une transversalité au niveau des lois, même s'il existe un cadre normatif au niveau des institutions africaines et même mondiales pour catégoriser à la fois les producteurs de contenu, les journalistes, etc. C'est une espèce de, ce qu'il faut en fait, c'est une espèce de normalisation dont les différents intervenants ont proposé une espèce de normalisation au niveau des instances africaines, au niveau des pays individuellement, parce qu'on a bien vu qu'en fait, tous les pays n'étaient pas sur la même longueur d'onde en matière de production d'un cadre normatif et que le hiatus en fait et la mauvaise perception des avancées en la matière venait de ce que les réalités n'étaient pas les mêmes dans les divers pays. Au Sénégal, par exemple, certaines lois sont en discussion. En Centrafrique, c'est un peu plus compliqué. En Côte d'Ivoire, il y a des lois qui existent, etc. Ce qui m'amène au troisième point, qui sont les lois proprement dites. Il est évident, et cela a été relevé, que beaucoup parlent plus d'un cadre répressif et
oublie le cadre normatif. Le cadre normatif existe certes, mais la plupart des pays ont mis en place des lois qui sont plus des carcans en fait pour réguler une activité qui est celle de la production de contenu, qui est celle celle qui concerne en fait tous ces acteurs du numérique, mais qui sont plus des lois répressives que des lois incitatives. Qui sont des lois en fait pour éviter les dérapages, et non pas des lois pour permettre l'éclosion d'un écosystème donné. Donc, il a été proposé de mettre en place des lois spécifiques, des lois qui font avancer, qui développent un écosystème, au lieu de lois qui sont en fait des lois taillées d'habitude pour la presse et auxquelles on vient greffer les nouveaux acteurs qui apparaissent, sans prendre en compte les spécificités de leur métier, sans prendre en compte les spécificités de leur agenda, si je peux appeler ça comme ça. Voilà, en gros, la télé a été très animée, il a été très difficile de faire des recommandations, je tiens à le préciser. Il a été animé en termes de propositions, mais surtout animé en termes de vision, parce que tous les acteurs présents n'avaient pas la même vision. Ça a été un peu acteurs de la société civile contre acteurs du gouvernement, si je peux dire ça comme ça. Ils n'avaient pas la même vision. Il y en a qui voient le verre à moitié vide et d'autres qui voient le verre à moitié plein, mais ça, c'est une habitude. Mais il est clair ici que la principale recommandation qui a été dégagée, c'est la mise en place d'un cadre normatif qui soit à la fois partagé par tous les pays, notamment en Afrique, tous les pays qui font partie des institutions. Et c'est de passer en fait par le grand entonnoir que sont les institutions africaines et panafricaines pour mettre en place un cadre à l'échelle africaine déjà, à l'échelle du continent, et que cela soit répercuté sur les législations parce qu'elles existent, mais qu'elles ne sont pas souvent en fait des législations spécifiques, sont plutôt des législations générales qui concernent la presse et qui ne prennent pas en compte les spécificités des nouveaux acteurs du numérique que sont blogueurs, lanceurs d'alerte et tous les autres. Je vous remercie. Merci. Commentaire, input. Je vais donner la parole à Adama qui va revenir sur la proposition qui est celle du cadre normatif global ou sous-régional. Merci, cher. C'est un aspect, effectivement, il a mis l'accent sur ça qui est même crucial aujourd'hui. Parce que si on y prend garde, ce qui se trame sur le plan réglementaire et normatif dans notre sous-région ouest-africaine risque complètement d'annihiler tous les efforts que les blogueurs, les activistes ont déployés ces 10 dernières années pour construire déjà ce qui a abouti, par exemple, à Activis aujourd'hui. Et ce qui se met en place n'est pas très, très encourageant de ce point de vue. Je puis vous dire ici que j'ai participé à un webinaire avec l'UEMOA il y a 10 jours. Et l'une des grandes résolutions faites à l'intention des États de l'UEMOA, donc de la région, sous-région, c'est de corser, comme vous l'avez dit, de corser les dispositifs contraignants des législations nationales pour réguler les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui sont en train de travailler sur des lois pour encadrer ce qu'ils appellent les réseaux sociaux, mais en réalité, tout le monde se trompe parce que ce ne sont pas des lois qu'il faut. Ce sont à la limite des codes, comme en Nouvelle-Zélande, etc. On a vu comment l'Allemagne s'est plantée récemment sur cet aspect de régulation des réseaux sociaux. La Nouvelle-Zélande, aujourd'hui, je pense, le cas d'école qui peut inspirer les pays africains s'ils veulent aller dans un sens qui les rassure. Mais le problème reste entier pour les activistes, les blogueurs, notamment les journalistes. Il y a un danger aujourd'hui si ce dispositif devient communautaire, passe au niveau de l'UEMOA parce qu'il est entendu avec Smart Africa et l'Union africaine qu'il faut aller vers une harmonisation des législations d'ici l'année prochaine. Voilà. Donc, il y a un gros chantier, mais il y a un chantier urgent à adresser.
j'en m'étais ouvert à Cher ce matin autour du café, disant que c'est un agenda qui doit être pris en charge par activistes pour quand même anticiper ces questions de réglementation, le côté normatif et réglementaire va s'accélérer pour les prochains mois. Et ça risque de surprendre autant les blogueurs, les journalistes que les activistes globalement qui sont dans la région africaine. Excusez-moi, merci. Merci Adama. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir là-dessus? Est-ce qu'il y a quelqu'un déjà parmi vous qui a participé à ces genres de rencontres où on essaie de mettre en place un cadre normatif? Est-ce que parmi nous, acteurs, on a déjà pris part à ces genres de rencontres? Le constat, c'est qu'on a l'impression que c'est des experts, des juristes qui travaillent avec des institutionnels qui cherchent, eux, à protéger des intérêts, à limiter parce que tout simplement, ils n'ont pas envie que l'information se libère, la parole se libère ou qu'elle se démocratise. Et ensuite, ces experts ont la maîtrise des textes et vont proposer quelque chose qui répond plutôt à ces aspirations-là. Nous, en tant qu'acteurs qui essayons de mettre en place des startups, des projets et d'utiliser Internet pour autre chose que de l'information tout simplement, ces personnes-là ne sont pas forcément écoutées aussi. Et donc après, c'est tout le monde qui risque de subir ces lois, ces législations qui souvent sont abusives ou restrictives. Cyriaque, pareil, et ensuite, voilà. Merci, Cheikh. Alors, je voulais parler un peu de l'expérience des médias en ligne. Noël est là, je ne sais pas si Sermé est là ce matin encore. Au niveau des fêtières des médias en ligne en Afrique de l'Ouest, nous avons des concertations tendant à une harmonisation des législations qui existent et aussi à la mise en place de dispositifs pour protéger un peu notre espace numérique. Vous connaissez sans doute tous Opera News, qui est venu après Google Actualité et d'autres agrégateurs qui se nourrissent des contenus produits par les médias, qui les revendent selon le modèle économique qui est qu'il faut générer de l'audience et vendre cette audience-là auprès des annonceurs. Ce sont des dispositifs qui menacent dangereusement l'existence économique, le modèle économique de nos médias. Et il faut une réaction vigoureuse, organisée, collective. Au niveau de nos pays, je ne suis pas sûr qu'on a encore totalement conscience de ces enjeux. Si vous regardez un peu sur les sites, vous verrez qu'il y a énormément de publicités Google qui passent notamment par la régie AdSense. Et vous voyez de plus en plus Opera News qui a été installé par les Chinois de notre région qui cannibalise énormément de contenu produit par les médias. On sait aujourd'hui ce que ça représente, mais demain, on ne sait pas ce que ça va donner. La question de souveraineté numérique qui a été posée revient encore ici, à laquelle s'ajoute la question du modèle économique. Je pense qu'au niveau d'Africtivis, on est assez conscient de l'enjeu de cette problématique et il faudrait peut-être le souligner dans la déclaration, dans les documents qui vont sortir de cette rencontre et faire en sorte peut-être de mener le plaidoyer auprès des instances sous-régionales comme l'UEMOA, la CEDEAO et un peu plus loin l'Union africaine pour que effectivement on prenne conscience de ce qui se passe. L'Union européenne, par exemple, a réussi à mettre en place des dispositifs juridiques pour obliger Google à financer les entreprises de presse européennes, même si c'est de façon marginale par rapport à son chiffre d'affaires. Mais c'est déjà des initiatives qui sont intéressantes. Et il faudrait que nous nous réveillions aussi pour ne pas totalement perdre, j'allais dire, la main et puis au plan économique, tuer le modèle économique de nos jeunes entreprises de presse. C'est une question éminente, à mon avis, urgente, qui mérite que Africtivis, avec l'expertise qu'elle a, puisse l'adresser et puis porter le plaidoyer au niveau qu'il faut. C'est assez urgent, à mon avis. Souveraineté numérique, oui, mais là, on a un cas concret qui concerne la survie de nos médias.
Voilà, ici, il faut qu'on fasse quelque chose au risque de se retrouver demain avec nos médias qui sont la propriété des Chinois où le contenu est géré de façon algorithmique par des Chinois qui ont d'autres intérêts. Merci bien. Les Chinois, mais les Russes aussi. Hein. Dans certains pays, déjà au niveau du continent, on voit l'influence russe, qui ne dit pas son nom, mais qui existe. Je ne vais pas détailler. Merci beaucoup. Je suis Arsène Tungali de la RDC. Rudi International est l'organisation que nous coordonnons au niveau de la RDC. Je voudrais parler c'est vrai, de la participation de la société civile, notamment à l'élaboration des lois et l'importance, n'est-ce pas, que nous devrions, en tant que société civile, accorder à la participation dans l'élaboration des lois dans nos différents pays. Alors, Rudi International en RDC, juste pour parler de ce pays-là, nous avons été impliqués et nous avons essayé de créer cette tendance à encourager les parlementaires à pouvoir faire des sessions ouvertes où ils reçoivent les inputs des différentes parties prenantes. Et dans la plupart des cas, parce que toutes les lois qui doivent être votées, il y a différents lobbies qui sont derrière ces lois, différentes parties prenantes qui sont en train de faire pousser pour leurs propres intérêts. Alors, dans la plupart des cas, c'est les utilisateurs finaux qui sont les plus grands absents, parce que de un, n'est-ce pas, on n'a pas l'argent pour faire le lobby, pour faire avancer nos intérêts dans ces différentes lois. Alors, il y a une loi sur les télécommunications en RDC, une loi de 2002, sur laquelle nous avons travaillé en tant qu'organisation au nom des utilisateurs finaux. Alors, les parlementaires, ils n'étaient pas ouverts à pouvoir recevoir nos inputs parce que nous nous disions, à la fin, cette loi, dès qu'elle sera votée, c'est nous qui allons la subir. Alors, si nous n'avons pas fait prévaloir nos points de vue, et donc à la fin, nous allons souffrir et nous allons pleurer. Alors, nous sommes réunis, on a réuni ce que nous avons appelé des groupes de gens et nous avons travaillé pendant 2 jours à lire la loi article par article. C'était une nouvelle proposition de loi qui devait passer. Ça, c'était en 2018, au mois de juin. Et le Sénat devrait décider par rapport à leur version finale de cette loi. Et nous, la nuit, c'est là qu'on a fini nos propositions. On les a directement transmises au bureau, à la commission au niveau du Sénat qui est en train de travailler sur la loi. Et ces propositions-là, certaines de nos propositions ont été prises en compte dans la version qui a été finalement adoptée. Alors ça, c'était en 2018. Alors très récemment, encore une fois, je crois il y a 1 mois à peu près, on a encore poussé, on est allé même former les parlementaires congolais sur comment est-ce qu'ils devraient prendre en compte les inputs de la société civile également. Parce que d'un côté, c'était par rapport à la même loi. D'un côté, il y a le secteur privé qui est très, très chaud, parce que ce sont leurs intérêts financiers qui sont en jeu. Il y a le gouvernement aussi qui est très chaud derrière, parce qu'il doit se rassurer de la souveraineté et tout de l'espace télécom dans le pays. Mais les utilisateurs finaux, qui sont les utilisateurs, à la fin, une loi sur les télécoms, ce sera les compagnies de télécoms qui vont aussi être en train de faire leur lobby, mais nous allons subir à la fin. Alors nous avons, lors de la formation, encouragé les parlementaires à pouvoir considérer l'opportunité d'ouvrir dans des séances publiques, lorsqu'il y a une loi spécifique qui est en train d'être discutée, à faire appel à ces différentes parties prenantes pour que celles-ci puissent apporter leur point de vue. Moi, je crois que ce serait une dynamique intéressante pour les autres acteurs qui sont dans la salle ici. Ils ne vont pas le faire d'eux-mêmes parce qu'ils se disent que c'est peut-être pas important pour nous. Mais si nous allons vers eux pour leur dire, oui, nous voulons contribuer à apporter nos inputs à cette loi sur laquelle vous êtes en train de discuter, peut-être que cela peut ouvrir des portes dans différents pays et aider la société civile à influencer les lois qui sont adoptées au niveau de l'Assemblée. Il faudrait aussi qu'ils soient réceptifs et qu'ils soient dans une approche inclusive pour accepter d'écouter, accepter de recevoir des inputs. C'est souvent des personnes assez réfractaires à toute proposition externe parce que pour eux, c'est qui doivent décider à la place des autres. Mais c'est une très belle approche et je pense qu'elle doit être partagée. Après, à notre niveau, au niveau central, au niveau Africtivis, on peut jouer un rôle et on est en train de le faire. On a un cabinet avec lequel on travaille. C'est composé d'avocats, de juristes, d'experts du droit du cyberespace. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est quand vous avez des projets de loi naissants chez vous et que vous arrivez à mettre la main sur les propositions, sur les textes, vous partagez avec nous. Partagez avec la Core Team
Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer au cabinet qui va faire l'expertise, le diagnostic, et puis va interroger les propositions. Et ensuite, le cabinet nous fait un retour pour nous dire les parties où cette loi peut être abusive, où elle peut être restrictive, où elle va enfreindre plus ou moins des droits. À partir de ce moment, nous, on fait un retour avec un communiqué et ça peut servir de plaidoyer, ça peut servir d'outil de lobbying, parce que tu parlais tout à l'heure des moyens, et ça peut être une ressource aussi technique, parce que vous parlez le langage technique, le langage juridique. Et donc, c'est une info que je voulais aussi partager avec vous pour vous dire que c'est ensemble qu'on peut arriver à faire bouger. Et sur ce qui concerne le cadre normatif, pour le moment, c'est le seul outil qu'on a à notre disposition, à part faire du bruit, donc porter le combat hors des cadres de décision, genre les parlements ou ailleurs, et en parler publiquement. L'autre défi, c'est de faire porter ces combats-là aux médias. Vous êtes des acteurs, nous sommes des acteurs des médias, mais peu parmi nos journaux, nos radios, nos télés parlent de ces sujets techniques. On a eu le cas au Sénégal, une loi qui concerne les médias, mais le texte ou le projet n'est même pas traité par les médias. Et donc, il nous faut trouver les modus operandi pour vendre ces informations aux médias et les pousser à les traiter. Et c'est ce qu'on est en train de faire aussi avec la souveraineté numérique. C'est technique, certes, mais il nous faut oser en parler parce que si on ne le fait pas maintenant, la population ne sera pas informée. Donc, c'est un défi aussi pour tous les acteurs des médias ici, professionnels, de traiter du sujet de la souveraineté numérique et d'utiliser les compétences et les expertises ici pour pousser le débat hors d'Abidjan et amener plus ou moins la population vers une intelligence collective là-dessus. Tu veux? Oui. Un complément d'information par rapport à l'harmonisation des lois. Et j'ai eu, disons, un expert qui m'a fait comprendre que la réflexion actuellement au niveau des pays de l'UEMOA, c'est donc effectivement harmoniser les lois. Et des gens sont en train même de penser à proposer le fait qu'on puisse donner, disons, une compétence universelle aux juridictions de nos pays afin de pouvoir poursuivre, par exemple, un Togolais qui se réfugie au Burkina et qui publie des choses en ligne, qu'on puisse, le Burkina puisse l'arrêter, quoi. Donc voilà déjà des réflexions qui sont en cours et il va falloir qu'on réagisse, qu'on trouve un moyen de pouvoir dénoncer cela, quoi. Donc, les rapporteurs, j'espère que vous avez noté toutes ces idées, toutes ces recommandations et qu'on va pouvoir les traiter après dans la déclaration d'Abidjan. Martial, Panouti, tu lèves la main, tu veux? Ok. Bonjour à tout le monde, Martial du Congo. Ça va peut-être pas être un input, mais plutôt une doléance qui va dans le sens de entre l'Africtiviste au niveau de l'UEMOA. On parle beaucoup de l'UEMOA, je ne sais pas si on l'a remarqué, mais on ne parle pas de la CEMAC. Donc il y a un fossé entre l'UEMOA et la CEMAC qu'il faut combler au niveau d'Africtiviste en termes de partage d'expérience et aussi de formation. Parce que l'Afrique centrale est vraiment à la traîne. Je suis très surpris d'apprendre ce que Arsène disait, mais je pense que quand on compare l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, ouais, c'est vraiment, il y a un fossé qu'il faut combler. C'est ça que je voulais soulever. Très bon point. Et c'est effectivement la réalité. Et c'est un challenge pour nous. Deux autres ateliers, Alia, Maïmouna, très rapidement. Vous n'avez pas encore fini, mais dites-nous juste les recommandations, ce qui a été proposé. Donc, allez juste directement au niveau des recommandations, comme ça nous fait gagner du temps. Alia. Alors, bonjour à tous. Dans le panel d'hier, il a été question de la gouvernance d'Internet et la souveraineté numérique des États africains. C'est bon? Là, c'est mieux? Non? C'est mieux comme ça?
Bah, ça fait aucune différence alors. Là, c'est bon? OK. Donc, il a été question de la gouvernance d'Internet et la souveraineté numérique des États africains. Et plusieurs questions ont été posées lors du panel, comme quel est l'état des lieux de la souveraineté numérique dans les États africains, quel type de réponses que les États ont commencé à entreprendre par-ci et par-là, et quels sont les différents pays aussi qui ont tenté par les autorités publiques pour gérer cette question qui semble échapper à beaucoup d'États. Alors, je suis très très mal préparée. Donc, hier, pas encore. Je laisse Memouna prendre la parole, le temps que je prépare les... Je demande à Adama oui, de bien partager avec nous ce qui s'est passé très rapidement. Je pense que c'est mieux. Ah là là, vraiment, je ne sais pas ce que vous faisiez hier soir. Alors, je suis malade. Oui, désolé. j'ai passé, jusqu'à présent, j'ai pris des médicaments pour... Oh là là, désolé. Désolé. J'ai passé une soirée très agitée. Bon, on va essayer de rattraper le coup. Globalement, il y a eu un débat passionné et passionnant d'ailleurs entre deux écoles sur la souveraineté numérique hier. L'une des écoles était drivée par notre ami Mohamed Djabi, qui est dans la salle, qui pense que, à la limite, c'est de l'utopie de parler de souveraineté numérique quand on sait que, voilà, nous sommes, excusez-moi du terme, que les Africains, nous marchons nus dans la rue par rapport à nos données. Bon, tout est de l'autre côté. Ça, c'est d'une façon caricaturale, hein, la position de Mohamed. On a eu une position relativement différente, incarnée par Vladimir, de la Côte d'Ivoire aussi, qui, je précise à l'intention de Cher, d'Aïcha et de la team activiste, vraiment félicitations pour le casting de ces ressources humaines de qualité. En tout cas, ceux qui ont participé dans notre panel ont vécu des moments incroyables avec ces deux panélistes de très, très, très haut niveau. Donc, entre les deux, Vladimir, lui, il pense que l'Afrique ne doit pas abdiquer. L'Afrique doit essayer de tout faire par une politique des petits pas, des actes forts, les poser pour regagner tant soit peu quelque chose sur la souveraineté numérique. Et dans ce sens, un certain nombre de propositions étaient faites. 1. Il faut se battre sur le niveau 0. Tout le monde est d'accord, les techniciens sont d'accord qu'aujourd'hui, la fibre, l'accès devient à la limite une question qu'il faut régler au préalable. Et eux, ils proposent, notamment Vladimir, proposé, et appuyé par Cheikh Omar d'ailleurs, sur des actes qu'il faut poser pour gagner un peu de souveraineté. Attaquer la question et adresser la question de la fibre africaine et la régler au niveau africain. Les acteurs politiques dirigeants africains débauchent beaucoup d'énergie, des milliers de milliards dans des choses qui ne, voilà, dont les populations demandent où ils sont passés. Mais ce serait bien qu'au niveau continental, qu'on adresse la question d'une fibre africaine. Ça, c'est un. Qui réglerait la question de l'accès pour toutes les populations d'une façon importante. La deuxième recommandation, c'est qu'il faut travailler et faire porter peut-être par des organisations comme activistes la question de l'innovation. La question de l'innovation sur l'angle. Ils disent en fait il ne sert à rien si on se bat pour gagner notre souveraineté, etc., numérique, alors que les processeurs, même si nos ingénieurs reviennent et font des choses chez nous, le microprocesseur utilisé par nos ingénieurs et nos techniciens est fabriqué par des Chinois toujours.
qui contrôle donc, à la fin de la journée, à la limite, on revient voilà, au même niveau. Donc, c'est un détail, c'est un aspect qui paraît micro, mais qui peut être important dans l'entrée de la souveraineté. Et ils ont insisté sur cet aspect, cet exemple du microprocesseur, qui est le point de départ et le point d'aboutissement de tous les usages numériques aujourd'hui, que ce soit les ordinateurs, les terminaux portables, etc. Donc le processeur devient un aspect essentiel pour la souveraineté du continent. Donc l'innovation doit être encouragée et que des moyens soient mis en œuvre au niveau continental pour équiper et former les jeunes Africains. Troisième recommandation, aller vers un moteur de recherche africain. Ça peut paraître bizarre, mais ça entre dans la continuité des deux premières propositions. Parce que tant qu'on n'arrive pas à ce niveau-là, on a beau... les moteurs de recherche, c'est les autoroutes sans péage de toutes les données des Africains, en dehors de cloud et autres. Et quatrième point de recommandation, il y a une sorte de challenge que les chefs d'État commencent à faire en Afrique, c'est de s'équiper en data center. La plupart des pays maintenant, c'est comme à la mode. Après les autoroutes, maintenant c'est les data centers. Chaque chef d'État en Afrique veut se faire financer par Huawei, etc. et d'autres, Microsoft, je ne sais pas qui. En tout cas, des data centers. Donc, nos techniciens du panel proposent que le point sur les data centers soit regardé avec froideur, avec lucidité, mais que c'est une nécessité absolue dans cette quête de souveraineté. Et il y a un point qui a été posé sur le Cloud Act, qui doit être aussi un point de fixation. Le Cloud Act, c'est très important qu'on favorise, qu'on promeuve des acteurs africains qui peuvent travailler dans ce projet aussi qui est aussi crucial que les restes. Avant-dernière chose, c'est modifier le paradigme de la formation de nos ingénieurs. Et ça aussi, c'est un point important. Parce qu'ils ont donné l'exemple de Cisco. La certification Cisco, tous les ingénieurs africains de toutes les écoles, voilà, toutes nos écoles et nos gouvernements se glorifient d'avoir formé les cohortes d'ingénieurs africains, experts Cisco. Mais la question qui a été posée hier, c'est que si Cisco d'un seul coup change ses règles du jeu, ça veut dire que toutes les cohortes d'ingénieurs africains deviennent complètement, voilà, hors service. On fait quoi? Donc, la question du paradigme de la formation des ingénieurs africains doit être revue et adressée, au même titre que les autres points. Donc, ça peut être des détails, ça peut ressembler à de petits détails, mais qui, malheureusement, enferment le continent dans un... Voilà, où le continent se mord la queue autour de ces questions. Excusez-moi d'être un peu caricatural, j'étais pris de court, mais je pense que globalement, ce sont les... Cheikh Omar du Burkina, qui était un peu souffrant, mais qui a participé à distance, a rajouté deux choses aussi importantes. Il dit, on a beau parler de souveraineté numérique, mais quand on ne règle pas la question de l'état civil, on fait quoi? Même nos états civils là, ma carte d'identité numérique sénégalaise là, biométrique, c'est en Malaisie que c'est géré. Donc, bon, à la fin de la journée, bon, on a beau vouloir faire des discours costume cravate. Donc, pour Cheikh Omar, c'est important de régler numéro 1, pour lui, la priorité, c'est l'état civil des Africains. Parce que soit c'est l'Union européenne qui numérise, soit c'est la Malaisie qui numérise, soit d'autres entités. Ça veut dire que notre propre état civil, l'identité de base, notre identifiant de base, il n'est même pas entre nos mains. Donc, c'est aussi un point important. Et l'autre chose, que les données doivent être hébergées dans nos pays. Bon, mais ça, c'est la question du data center. Enfin, pour terminer,
excusez-moi d'être long, les données sanitaires aussi sont devenues un enjeu, voilà, à la limite géostratégique dans le monde. La COVID a montré la délicatesse et surtout l'importance des données sanitaires. Et Cheikh Omar a insisté pour que vraiment que la plénière aussi retienne que les données sanitaires, au même titre que d'état santé et tous les autres aspects qu'on a développés, doivent être aujourd'hui mises en avant pour une quête, surtout une quête un peu plus proactive pour protéger les données sanitaires des Africains. Voilà, je vous remercie. J'étais un peu long, mais bon, je m'excuse. C'était très passionnant hier et il y a même eu des propositions qui allaient dans le sens que nos autorités politiques devraient être maintenant subir un casting de codage. Donc s'ils ne savent pas coder, on ne les met pas au pouvoir. Et il y a une question que Mohamed avait posée et que je vais poser ici, parce que tout le monde n'était pas dans la salle. Qui parmi nous a sa carte d'identité confectionnée par son pays, son administration publique? Confectionnée. Oui, moi je demande. Donc je baisse déjà mon bras. Qui parmi nous a sa carte d'identité confectionnée? Je n'ai pas dit délivrée, hein. Fabriquée, avec la gestion et la maîtrise des données. Bon, toi, tu es dans l'ancienne vie. Voilà. Toi aussi, hein? et Mohamed, tu veux? Ok. Et il nous a donné l'exemple pour nous montrer qu'on part de... Oui, la première question c'était qui a sa pièce d'identité avec lui? Qui a sa pièce d'identité? Levez bien la main. Voilà, 100%. Et ensuite, quand on demande qui a sa pièce d'identité confectionnée par son pays, on se rend compte qu'on quitte de 100% vers 0%. Bon, les Européens, vous ne faites pas partie du sondage. Hein? Et pour lui, tant qu'on n'a pas réglé ces questions, on ne peut pas parler de souveraineté numérique. Et il y a une autre question, c'est oui, ok, la souveraineté, c'est la totale maîtrise, s'il vous plaît, de l'outil, de l'infrastructure. Et ensuite, il y a un commentaire qui a été partagé. Et le commentaire est le suivant. Est-ce qu'un État ou est-ce que l'Afrique peut avoir une pleine maîtrise de la technologie, des usages, de l'infrastructure? On sait que c'est impossible. On le sait. Parce qu'au moins, on sait que la Chine dépend des autres, de l'Afrique y compris. Les États-Unis dépendent de la Chine, nos iPhones. L'Europe se pose aussi les questions que nous nous posons. Mais la question qu'on voulait faire passer ici et la mettre sur la table pour qu'on la retienne, c'est on sait qu'on ne peut pas être maître total à 100%, mais ce qu'on doit faire, c'est éviter de dépendre à 100% ou exclusivement des autres. Donc, quel est notre périmètre de maîtrise? Quelle est la partie qu'on maîtrise dans cette chaîne de valeur? Et je vous laisse avec cette question, parce qu'on n'a pas de réponse. Maïmouna. Merci, cher. Bonjour tout le monde. D'accord, ça marche. Là, je vais juste citer les noms des panélistes hier. On avait comme panéliste M. Kennedy Kashwana, qui est président de BAC, M. Tariq Neshnash, qui était panéliste en ligne, pas en présentiel, Mme Salimata Si, Africadium, Lassina Sermet, président de Replexi, et Mme Andriane, représentante de la BAD. Donc, le modérateur, c'était M. Luther Yemego, chargé principal de plaidoyer. Donc, le thème était la société civile africaine, acteur clé de la gouvernance d'Internet. Donc, après l'introduction de M. Luther, il a rappelé que le thème est intarissable,
mais il a préféré parler parce on avait une contrainte de temps, 1 heure maximum. Donc, il s'est accentué sur 2 questions qui sont quel est le rôle de la société civile et quel est le visage que doit emprunter cette société civile. Donc, les rôles, donc après un passage du tour de table des panélistes, les points qui ont été parlés des rôles, c'était un rôle dominant qui est celui de l'État, un rôle stratégique qui est celui du secteur privé et un rôle de contrôle, de plaidoyer, d'assurance qui est celui de la société civile. D'abord sur le rôle de la société civile dans la gouvernance d'Internet, en revenant également sur le visage des droits à prendre, celui-ci de la gouvernance d'Internet. Elle a soulevé également qu'à côté du gouvernement, le secteur privé des communautés techniques, la société civile joue un rôle également important dans le dispositif qui régit la gouvernance d'Internet, la communauté des blogueurs qui, comme Africtivist, utilise ça, c'était Madame Salimate qui l'avait cité. Et Tariq, qui est le panéliste en ligne, sa présentation était un partage de pistes d'action pour une gouvernance digitale transparente et redevable sur la base de l'expérience des pays membres du partenariat pour le gouvernement ouvert. Et aussi, les participants ont pris part à ce panel en s'accentuant surtout sur la structuration et que la société civile doit être légitime pour jouer pleinement son rôle. Donc, ce sont en gros ces points qui ont été débattus ici. Et à la fin, il faut rappeler aussi que la structuration et la formation de la société civile aussi est important parce qu'on peut remarquer aussi le cas des financements qui a été parlé aussi, je pense, par l'un des participants. Donc, il est important aussi que les bailleurs ou bien le gouvernement ou bien même la BAD qui ont pris part ici hier de financer cette société civile. Mais néanmoins, la transparence doit rester aussi dans la logique où, comme on dit dans l'adage Wolof, donc ce qui veut dire c'est lui, la personne qui te prête ses yeux, c'est lui qui te montre là où il doit passer, alors que ça ne doit pas impacter, surtout négativement dans le rôle. En gros, c'était ça, mais comme il faut la synthèse finale qu'on va vous décerner après. Merci. Merci. Merci Maïmouna. C'était une séance très agitée apparemment. Est-ce qu'il y a des commentaires, des inputs, des compléments? Bien. Merci à nos 4 rapporteurs. Vous allez discuter avec les rapporteurs du sommet et l'équipe en charge de la rédaction de la déclaration d'Abidjan pour partager ces points avec vous. Merci.